Alors tout d'abord, merci à toutes et tous d'être venus écouter ma conférence et puis je remercie la Société des Amis du Musée de l'Homme de m'avoir invitée pour parler de ce projet qui est un des multiples projets sur lesquels j'ai travaillé après la soutenance de ma thèse en 2013. Et donc je crois qu'à l'occasion de la remise du prix Leroi-Gourhan que j'ai reçu en 2013, j'avais fait une conférence à ce moment-là sur mon travail, donc je crois que j'ai déjà rencontré une partie d'entre vous à cette occasion. Et donc voilà, ce prix m'avait servi à l'époque à faire une restitution de mes travaux sur le terrain. Donc je suis très heureuse d'avoir pu en bénéficier. Et ça m'avait également amené à réfléchir plus particulièrement à la manière dont je pouvais travailler sur les collections et sur l'alimentation du projet d'exposition permanente, puisqu'à l'époque, en 2013, le musée était en pleine réflexion sur la nouvelle exposition. Donc finalement, je pense que j'avais un peu ça en tête, mais le prix Leroi-Gourhan, en incitant à faire ce lien avec le projet d'exposition permanente, m'a peut-être poussé vers ce chemin. Et du coup, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui dans cette conférence. Donc c'est la manière dont les objets circulent depuis le terrain et leurs usages quotidiens chez les éleveurs de rennes Sami jusque dans les collections d'un grand musée en France et puis finalement un jour sont présentés au public pour véhiculer un message. Donc moi je vous propose aujourd'hui de reprendre la trajectoire de ces objets en me focalisant finalement sur le rôle que les chercheurs en ethnologie jouent dans cette circulation et cette mise en valeur des objets. Alors tout d'abord, en préparant cette conférence, j'ai retrouvé cette photo de l'inauguration du musée qui a eu lieu exactement il y a 3 ans. Voilà, donc c'était assez... je ne me souvenais plus que c'était cette date, donc c'est une date anniversaire aujourd'hui. Et le projet de réouverture du Musée de l'Homme s'inscrivait dans une nouvelle manière de penser le musée comme un musée laboratoire, c'est-à-dire mettre en lien à la fois cette dimension musée, présentation des expositions, de le mettre en lien plus fortement avec la recherche qui est menée par les équipes à l'intérieur du musée. Et en fait, ce projet de participation à la nouvelle exposition permanente auquel j'ai participé, c'était une manière de lire cette dynamique musée-laboratoire que je vous propose aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter plus particulièrement la vitrine sur laquelle j'ai travaillé, qui est la vitrine sur les modes de vie. Donc on présente dans cette vitrine 5 modes de vie, celui d'un éleveur de rennes Sami en Laponie suédoise, celui d'un agriculteur dans l'oasis de Siwa en Égypte, celui d'une famille parisienne, celui d'une famille ouzbek et celui d'une famille pygmée babongo. Alors je vais revenir bien en détail sur la manière dont a été conçu ce projet, et notamment toutes les divergences de vision qui ont abouti à cette vitrine finalement, sur laquelle peut-être que tous les contributeurs n'ont pas forcément eu un accord complet. Notamment, moi par exemple, je ne suis pas d'accord avec la manière dont elle a finalement été intitulée sur les impacts des modes de vie, puisque je m'intéressais plutôt à la diversité des modes de vie, sans porter de jugement de valeur vis-à-vis de leurs impacts. Alors, la question que je vous propose de reprendre aujourd'hui, donc, c'est quelle est la trajectoire des objets Sami présentés au Musée de l'Homme pour illustrer les modes de vie du XXIe siècle ? Alors d'abord, la première question, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on présente ? Quel est le statut des objets ? Donc comment un objet du quotidien devient-il un objet de collection scientifique ? Et puis un objet exposé destiné à véhiculer un message à destination du grand public ? Et puis qui ? Qui sont les acteurs impliqués dans la collecte et la valorisation des objets et la définition des messages ? Et finalement, quelle est la place de l'ethnologue dans ce processus ? Donc, quelles sont les conditions et les modalités de collaboration entre les différents métiers ? Et comment se négocie la pluralité des visions autour de la conception d'un projet muséographique ? Donc ma présentation s'articule en 4 parties, avec un rappel bref sur le contexte de ce projet. Et puis je vais revenir plus en détail sur les enquêtes ethnographiques que j'ai menées sur le terrain et qui ont été l'occasion de réaliser des collectes. Et puis ensuite, comment on gère les collections et enfin, comment on les intègre dans la conception d'un projet muséographique.
Alors, juste pour reprendre la chronologie de ce projet, en fait, la phase de conception, elle a été un peu pensée avant même la fermeture de l'ancien musée de l'Homme. Donc je pense que vous connaissez tous très bien cette histoire en faisant partie de la Société des Amis du Musée de l'Homme, donc je ne vais pas y revenir plus en détail. Mais il y a eu une phase plus intensive à partir des années 2013-2014, en fait juste avant la réouverture en 2015, où on a eu une intensification de l'implication des différentes équipes, notamment les scientifiques, les concepteurs, les conservateurs, etc., qui ont tous travaillé de manière assez soutenue sur cette période. Et donc moi, j'ai commencé à collecter des objets bien avant de savoir que j'allais travailler, en tout cas participer à ce projet de rénovation. Notamment, j'ai collecté quelques objets au départ de manière assez anecdotique dans le cadre des enquêtes ethnographiques que je menais pour ma recherche doctorale. Alors on se situe là dans le contexte de la fermeture du Musée de l'Homme et donc du transfert d'une grande partie des collections au Quai Branly et au MUSEM. Et donc j'imagine également que vous connaissez bien cette histoire et ça a été une difficulté de la part notamment des équipes qui géraient les collections parce qu'ils ont perdu une grande partie de leur collection. Donc pour repenser le nouveau musée, dans certains cas, il a aussi fallu articuler ce projet avec une nouvelle politique de collecte d'objets. Donc j'avais eu cette discussion avec mon directeur d'unité, Serge Bahuchet, qui est quelqu'un de très impliqué dans les collections et qui m'avait proposé en fait de participer quand j'allais sur mes terrains de recherche aux campagnes de collecte et ramener quelques objets représentatifs du mode de vie sami. Donc c'est comme ça que j'ai été sensibilisée vis-à-vis de la collecte. Et donc à partir de 2014, j'ai reçu une commande de la part de l'équipe de conception de l'exposition permanente pour assister la conceptrice de la partie 3 de l'exposition. Donc pour rappel, les 3 parties, c'est qui sommes-nous, d'où venons-nous et où allons-nous. Moi, je m'inscrivais dans la partie « Où allons-nous ?» et l'idée était que je l'aide à travailler sur le cyclo, donc je vous présenterai plus tard, on appelait ça le cyclo, et 2 modules, donc 2 vitrines du musée. Et donc l'objectif, c'était de réaliser un module muséographique sur la diversité des modes de vie à travers le monde. Bon, je ne reviens pas trop, je vais passer assez vite. Donc je reviens finalement à la préhistoire de ce projet. Donc quand j'étais en thèse et que je ne savais pas encore que j'allais participer à cette commande, comment j'en suis venue à collecter les premiers objets. Donc mon sujet de thèse portait sur le tourisme et la conservation du patrimoine dans des sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc je réalisais une analyse comparative entre 2 sites européens, Laponia et Pyrénées-Montperdu. Donc pour vous les situer sur cette carte, donc c'est une carte des sites inscrits en 2017. Donc j'aime bien d'ailleurs prendre cette carte parce qu'on voit bien la surreprésentation sur le continent sur les continents Europe et Asie des biens culturels en Europe. C'est les biens qu'on voit, je ne sais pas si j'ai qu'on voit en jaune ici. Donc les 2 sites sur lesquels j'ai travaillé, c'est 2 biens européens qui sont des biens mixtes, c'est-à-dire naturels et culturels, donc Laponia, au nord de la Suède, et Pyrénées-Montperdu. Donc Laponia, c'est un site qui se situe dans ce qu'on appelle la grande région de Laponie, qui couvre le nord de la Fénoscandie, donc le nord de la Norvège, de la Suède, de la Finlande et la péninsule de Kola en Russie. Et c'est le territoire qui est habité et utilisé traditionnellement par les Samis pour l'élevage des rennes. Donc c'est un territoire qu'ils nomment Sápmi et qu'ils considèrent comme leur terre. Donc, dans le cadre de ma thèse, je m'intéressais dans ces 2 sites à l'étude de l'appropriation du tourisme par les habitants de ces espaces protégés. Et notamment, je faisais un travail d'identification des acteurs impliqués dans ces dynamiques, les habitants, les usagers, les acteurs locaux du tourisme, également les touristes, et une analyse des enjeux croisés de conservation du patrimoine naturel et culturel et de sa valorisation par et pour le tourisme. Donc ça m'a amené à me poser les questions suivantes. Sur quels attributs reposent les valeurs patrimoniales de Laponia selon l'UNESCO ? Comment ces valeurs sont-elles perçues du point de vue des populations locales ? Excusez-moi pour la faute au-dessus. Ce patrimoine est-il promu et mis en scène pour le développement touristique du site et comment ? Donc, dans le cadre de mes travaux de thèse, j'ai abordé ces questions depuis une perspective endogène, c'est-à-dire en interrogeant la population vivant dans ces régions. Et notamment, je me suis appuyée sur une démarche ethnographique avec des immersions longues sur le terrain
en mobilisant une approche inductive qui était centrée sur les modes de vie locaux. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir aborder ces questions autour des liens entre conservation et tourisme, il me fallait déjà comprendre quel était le quotidien des personnes qui vivaient dans ces espaces et quel était leur mode de vie. J'ai donc développé une ethnographie dans chacun de ces sites, qui est la méthode privilégiée en anthropologie, et qui mobilise une approche descriptive et la documentation des modes de vie. Et cette documentation, elle se fait par le biais de plusieurs outils et plusieurs types de données. Et elle amène à produire divers types de matériaux qui sont utiles pour l'ethnologue pour analyser, pour mener à bien sa recherche. Donc d'abord, des textes qui sont des descriptions ethnographiques. Et moi, dans mon cas, il s'est agi de décrire un mode de vie semi-nomade où l'élevage des rennes est un élément essentiel du point de vue identitaire et de l'organisation sociale. Donc l'élevage des rennes chez les Samis en Suède est basé sur un système de transhumance complexe. Donc juste pour vous montrer un peu un exemple, pour comprendre comment ça fonctionne. Là, c'est le site Laponia vu de plus près, donc la frontière en marron. Et en fait, ce site, on voit qu'il recouvre l'ensemble d'un territoire qui est divisé par ces grandes bandes en nuances de jaune et orange, qui sont ce qu'on appelle les samebus. Donc les samebus, ça désigne à la fois la communauté d'éleveurs de rennes, leur territoire, le territoire sur lequel ils travaillent, et leurs troupeaux. Donc chaque samebu correspond à une communauté d'éleveurs de rennes qui travaillent ensemble à l'élevage des troupeaux. Et donc si on prend le cas de Sirges, par exemple, je suis désolée, on voit pas très bien mon point vert, j'ai l'impression. En tout cas, voilà, Sirges, c'est un très grand territoire, parce qu'il faut se représenter l'échelle. Laponia, c'est un site qui fait 9400 km². Donc là, on est sur un très grand territoire, et chaque territoire d'élevage est aussi également très étendu. Et donc le système de transhumance dans cette région, il fonctionne sur une orientation sud-est-nord-ouest, c'est-à-dire dans les forêts boréales et les zones humides ici en plaine sur la partie sud-est, vers les montagnes qui font la frontière avec la Norvège, où on a les pâturages extensifs en été. Donc visuellement, voici quelques photos pour représenter. Là, on est Voilà, sur la photo de gauche, on est sur un pâturage estival dans les montagnes. Et là, on voit une image de transhumance, donc sur la saison printemps-hiver. C'est-à-dire, on a un cycle de 8 saisons pour les éleveurs samis. Donc c'est la saison qui fait la jonction entre l'hiver et le printemps, comme son nom l'indique, mais qui est une saison très importante du point de vue des migrations. Donc là, on voit les grands troupeaux qui migrent, en fait, qui commencent à aller vers les montagnes. Voilà, donc mon travail consistait à documenter toutes ces pratiques qu'il était nécessaire pour moi de comprendre pour pouvoir aborder les questions plus centrales dans ma thèse. Et puis, la documentation des modes de vie passe aussi par d'autres médias, notamment la photographie. Alors, j'ai travaillé en particulier dans 2 villages samis, donc des villages d'été en montagne, où j'ai pu documenter à travers la photographie les modes de vie, les objets du quotidien, et que j'ai pu articuler avec mes textes. Donc on voit ici le village de Stalo-Lokta, qui est un village vraiment assez difficile d'accès parce qu'il est dans la montagne. Il y a plusieurs jours de marche d'une route, donc on y va soit par hélicoptère puis en marchant, soit simplement en marchant, ou à ski si on y va au printemps. Et un autre village qui s'appelle Pietjaure, qui est un village qui accueille également quelques touristes en été parce qu'il est situé à proximité d'une petite station touristique. On voit d'ailleurs là, les touristes qui pique-niquent sur la table de pique-nique. Donc Pietjaure, c'est la photo aussi qu'on a sur le bandeau de ma présentation. Alors voilà le type de photos que je réalisais sur le terrain et qui sont des moments simples de la vie quotidienne. Donc avec notamment la cuisine, qui sont donc des cuisines. Il y a des cuisines à la fois dans les stugas, donc dans les maisons traditionnelles en bois qu'on a sur les villages d'été, mais également des cuisines extérieures parce qu'on est sur des petites maisons. Donc souvent les Samis ont des petites cuisines extérieures. Ils pêchent dans les lacs à proximité, notamment à Pietjaure ici. Donc sur ce village-là, par exemple, il y a une vente en été. On vend des poissons fumés, pêchés dans le lac aux touristes qui sont de passage. C'est un complément de revenu. Et donc, ce qui m'intéressait ici, c'était de regarder finalement quels sont les objets qui habitent ce quotidien et qui permettent aussi de le décrire. Donc, on voit qu'on a un mélange d'objets qu'on retrouve également chez nous.
ici, par exemple, on a des bidons pour récupérer l'eau, des bassines en plastique. Et puis, on a aussi des objets qui sont importants du point de vue de la culture sami, qui sont des objets d'artisanat, notamment de nombreux couteaux, parce que le couteau est un objet très important dans le mode de vie des Samis, et la tasse. Ça, ce sont les 2 objets essentiels. Les éleveurs se promènent toujours avec un couteau et une tasse. Il faut savoir que comme ils pratiquent la transhumance, ils se déplacent beaucoup. Donc, dans la culture Sami, il y a un rapport assez minimaliste à la culture matérielle. C'est-à-dire qu'on se charge le moins possible parce que ce dont on a besoin, il faut le porter. Il faut le déplacer avec soi. Donc, il y a peu d'objets, mais qui sont assez essentiels d'un point de vue culturel et identitaire. Voilà, donc j'ai documenté également l'utilisation des toilettes sèches ou tout ce qui fait partie du quotidien. Donc là, on a un café pour accueillir les touristes, pour également faire un complément de revenus. Donc on voit que c'est quand même une petite structure, hein. On tient à peine 10 à l'intérieur. On y sert, c'est la photo en bas, des produits locaux, produits sur place, donc du poisson et puis du pain. Les galettes de pain qui sont cuites comme sur la photo en haut, directement sur le feu. Puis on voit que tout est un peu bricolé sur place. On voit à un moment donné un panneau au coin d'un sentier de randonnée. Et puis on sait qu'ici, il y a un petit village où quelques habitants qui profitent de la fréquentation touristique pour générer une économie complémentaire. Donc là, c'est l'intérieur de la maison de Laila Spik, qui est cette femme ici qui est connue parce qu'elle enseigne un peu autour de l'usage des plantes, et notamment les plantes médicinales. Donc là, elle faisait une présentation sur la manière dont on recueille la sève des arbres, et puis donc sa cuisine extérieure et l'intérieur de sa maison. Et en bas à droite, dans le plastique, je pense, voilà, ici, de la viande de renne séchée, qui est un aliment extrêmement courant pour les Samis. C'est une manière de conserver la viande, c'est de la fumer ou de la sécher. Donc ensuite, elle est gardée sous vide, mais on verra ça un peu plus en détail après. Et puis également, j'observais des moments importants autour de l'élevage du renne et de la pratique des éleveurs. Donc là, en haut à gauche, c'est le moment, je pourrais dire, le plus important de la vie sociale des éleveurs. C'est le moment où on marque les jeunes faons. C'est-à-dire qu'on les rassemble au moment où les troupeaux sont en été dans les pâturages extensifs dans les montagnes. On les rassemble dans un corral. Et puis les petits qui sont nés au printemps, qui suivent leur mère, en fait, sont attrapés à l'aide d'un lasso, comme on voit ici en jaune. Donc on l'attrape par la patte ou par où on arrive à l'attraper finalement en lançant le lasso. Donc c'est tout un art. Et ensuite on le marque dans l'oreille au nom de son propriétaire. Donc chaque propriétaire de renne, c'est-à-dire chaque Sami, puisque chaque Sami possède des rennes en Suède, possède sa propre marque. Et il y a toute une technique et un savoir-faire qui est lié au marquage des faons, comme on voit sur la photo en haut à droite. Et ça s'apprend très jeune. Donc là, on voit des enfants en bas qui ont chez eux ce renne en bois où ils apprennent à manier le lasso pour l'attraper. Et donc très jeunes, les enfants Samis sont impliqués dans les tâches d'élevage. Alors voilà, sur la photo en haut à gauche, on voit bien ici la marque. Donc là, on a attrapé le jeune faon. Donc là, l'éleveur appose sa marque sur l'oreille. Ensuite, il garde un petit morceau pour savoir combien il a marqué de jeunes faons cette année-là. Et puis là, il a une personne avec lui, je crois que c'était son épouse, qui note les caractéristiques de ce renne. Donc voilà, on documente, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que malheureusement, on n'a pas trop le temps, mais on documente comme ça tous les aspects de ce mode de vie, en le comprenant à la fois à travers sa dimension traditionnelle et sa modernité, notamment l'usage aujourd'hui des motocross et des 4x4 pour accéder à ces zones en montagne qui ne sont pas forcément des zones carrossables. Donc c'est les jeunes éleveurs qui circulent en motocross pour rassembler les troupeaux et les mener vers le corral. Et là, c'est juste un exemple pour vous montrer quelques photos de moments importants de l'élevage en hiver. Donc en hiver, quand on ramène les rennes vers les pâturages d'hiver, c'est-à-dire dans les forêts, on sépare les grands troupeaux en plus petits troupeaux qui sont surveillés
par les éleveurs de rennes. Donc là, ça implique à la fois tout un savoir autour des déplacements et de la transhumance, comment se repérer dans des grandes étendues neigeuses, mais également des savoirs autour des pâturages des rennes, savoirs sur lesquels Marie Rouet a beaucoup travaillé, puisqu'en hiver, les rennes en fait, se nourrissent de lichens arboricoles ou terricoles, c'est-à-dire que c'est, comme on le voit sur la photo en haut, c'est une photo qui a été prise par un collègue, Samuel Roturier, où les rennes creusent le couvert neigeux pour atteindre le lichen en dessous, avec toutes les complications que ça peut poser vis-à-vis aujourd'hui des questions liées au changement climatique et à la transformation du couvert neigeux qui peut se durcir dans certains cas. Donc voilà, on travaille... J'ai enquêté à plusieurs saisons pour bien comprendre l'importance de ce cycle des saisons qui est assez fondamental pour comprendre aujourd'hui l'élevage des rennes. Alors on en arrive, donc après avoir documenté par les textes, par les photographies, par les entretiens, à la collecte d'objets qui permettent de décrire la vie quotidienne, c'est-à-dire comment finalement tout ce que je vous raconte là, on peut aussi le lire à travers les objets. Alors là, il y a un certain nombre de questions qui viennent se poser à nous, et j'aime bien montrer cette photo de Gary Larson, où on voit des autochtones chez eux qui voient de loin les anthropologues arriver et qui cachent toute leur télévision, leurs lampes et tout ce qui est symbole de la modernité, pour avoir l'air plus authentique. Et donc, voilà. Donc, pour moi, quand on commence à collecter des objets, alors de toute façon, quand on collecte des données ethnographiques, on se pose toujours des questions éthiques, mais peut-être d'autant plus quand on commence à collecter la culture matérielle. Pourquoi on collecte, déjà ? Comment et qu'est-ce qu'on collecte ? Et à travers quel lien avec le terrain ? Dans quelles conditions ? Comment on documente rigoureusement une collection et comment on maîtrise le message qui est ensuite porté par la collection, c'est-à-dire le sens qui est associé aux objets sur le terrain. Est-ce qu'il reste le même quand il se met à circuler dans des collections puis dans des expositions ? Alors pour moi, tout ça, ça implique déjà, premièrement, de travailler en lien avec les acteurs sur le terrain, c'est-à-dire développer cette démarche de collecte avec l'accord et l'appui des acteurs du terrain. Et puis être transparent sur sa démarche et sur ses objectifs. Et enfin, respecter et documenter la perception, l'usage et la valeur locale des objets et veiller à ce que cette valeur reste rattachée à l'objet. Ça me semble un élément très important. C'est-à-dire que quand je collecte un objet, je ne peux pas le remettre seul dans la collection, mais il doit être accompagné d'un corpus documentaire qui permet de bien saisir comment il est utilisé et perçu par les personnes qui l'utilisent. Alors j'ai commencé à collecter quelques objets en 2012 et mon objectif à ce moment-là, c'était de documenter ce mode de vie contemporain des éleveurs de rennes Sami. Et notamment, je me focalisais sur des objets qui se transforment, c'est-à-dire des objets traditionnels d'un côté, plutôt issus de l'artisanat, et des objets réinventés par et pour le tourisme. C'est-à-dire des objets qui se modernisent, qui perdurent, mais qui passent du bois au plastique, par exemple. Je vais vous montrer ça plus tard. Alors, un endroit important où j'ai réalisé beaucoup de collectes, c'est le marché artisanal Sami de Jokkmokk, qui a lieu tous les ans début février. Donc Jokkmokk, c'est près du site Laponia, au nord du cercle polaire arctique en Suède. Donc c'est un marché où depuis 400 ans, les différentes communautés d'éleveurs de toute la région de Sápmi se rencontrent pour échanger des marchandises. Et aujourd'hui, c'est devenu un grand marché international qui attire 40 000 visiteurs, mais qui reste quand même un lieu très important pour l'acquisition d'objets du quotidien et d'objets un peu typiques, si j'ose dire, de la région. Alors on y trouve un peu de tout. Là, j'ai juste quelques exemples. C'est pas facile de prendre des photos parce que cette année-là, notamment, il faisait moins 35 degrés. Et du coup, l'appareil photo, déjà, on peut pas le sortir longtemps. Et en plus, il a plus de batterie assez vite. Donc voilà, j'ai que quelques photos. Mais néanmoins, ça montre un peu l'esprit où on y vend de l'alimentation, par exemple du café Oust, c'est du fromage qu'on met dans le café. Et puis de l'artisanat, en bas des peaux de renne tannées ou alors des produits manufacturés qu'on peut trouver aussi partout en Suède. Alors, maintenant, je vais juste, pour illustrer un peu mon propos et cette trajectoire que j'essaie de vous montrer, essayer de vous présenter plus en détail l'arrière-scène de ce travail, c'est-à-dire les documents de travail sur lesquels
on s'appuie quand on fait des collectes. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de documenter. J'ai pas collecté beaucoup d'objets, mais j'ai essayé de les documenter le plus finement possible, en décrivant les usages, en décrivant la caractéristique de cet objet par rapport à un autre. Par exemple, le cas du couteau. On utilise plusieurs types de couteaux, plus ou moins longs. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, le couteau est un élément extrêmement important pour les Samis. Donc là, je raconte, j'ai choisi le couteau sur conseil de Jon Erling Utsi, un journaliste Sami avec qui j'avais pas mal échangé, qui travaille ponctuellement à l'élevage des rennes, car c'est le type de couteau que les Samis achètent pour travailler à l'extérieur. Donc c'est un couteau très courant. Parce qu'on a des couteaux qui sont qui sont de l'artisanat d'art, qui sont extrêmement chers, qui sont magnifiques. Mais le but, c'était pas forcément de documenter les collections par un objet d'art, mais plutôt par un objet du quotidien. Voilà, c'est le type de couteau qu'un éleveur achète pour travailler, car il est solide et la lame est traitée anti-corrosion. Donc on voit la photo du couteau en haut à droite. Puis ensuite, j'ai plusieurs pages comme ça qui documentent les différents objets que j'ai ramenés, notamment ce lasso. Donc le lasso pour attraper les rennes, qui est un lasso qu'on utilise pour tout type d'animaux, c'est-à-dire rennes mâles, femelles, adultes ou fans. Parce qu'après, on va avoir des lassos différents dans certains cas qui ne sont pas multifonctions, qui sont adaptés à certains animaux, et qu'on utilise à peu près par moins 15 degrés. Donc on a différents lassos, suivant qu'on soit en été ou en hiver, qui vont réagir différemment au froid et qui vont impliquer du coup une technique un peu différente. J'ai aussi ramené des chaussures d'enfants en peau de renne qui ont été longtemps exposées, à l'ouverture du musée, ils ont été exposés au balcon des sciences pour l'exposition temporaire. Et puis il y a des objets que je n'ai pas pu collecter, donc comme je le disais tout à l'heure, notamment des objets d'artisanat d'art. Par exemple, les fameux magnifiques couteaux qu'on a à droite, ou le narpi en bas à gauche, je vous le présenterai en conclusion de ma présentation, mais c'est un objet qui est utilisé pour récolter le lait des femelles rennes. Et puis des tasses en haut à gauche, des sacs en peau de renne. Voilà, on voit bien les couteaux aussi sculptés en bas, qui sont vraiment des objets d'art. Donc là, c'était plus pour montrer en parallèle comment ces objets pouvaient se décliner selon les usages. Alors, ce qui est important ensuite, c'est pour que ces objets existent, il ne s'agit pas seulement de les collecter, il s'agit de les référencer et de les enregistrer dans une base de données. Donc c'est un travail qui est assez fastidieux, où on référence chaque objet, où on l'étiquette avec une étiquette insécable, c'est-à-dire que si dans 50 ans quelqu'un cherche mon objet, il faut toujours que son étiquette soit accrochée à lui, parce que sinon on ne saura pas ce que c'est. On ne se rend pas forcément compte quand on le fait aujourd'hui des usages futurs. Par contre, quand on travaille dans les collections et qu'on voit de très vieux objets, notamment avec Serge, ça nous est déjà arrivé, on voit certains objets, on voit plus, on sait plus, ils ont été collectés il y a très longtemps, ils ont perdu leur étiquette et on ne sait plus très bien par qui, pourquoi, comment, à quoi ils servaient. Donc c'est important de se projeter sur ces usages futurs. Et puis, on saisit des métadonnées sur cet objet dans une base de données qui permettent de renseigner en fait, sur les conditions de collecte et puis sur les usages de cet objet. Et puis on les prend en photo aussi, ce qui permet de s'y retrouver plus facilement quand on en a de grandes quantités. Et enfin, on leur applique un traitement qui permet leur conservation sur le long terme, notamment des objets qui peuvent être dégradés par les insectes ou autres. Voilà, donc ça c'est pour vous montrer un peu des exemples. Ça c'est un archivage temporaire que je fais sur le terrain. Donc ce qui est important c'est d'avoir toujours une échelle, donc on prend ce qu'on peut, mais il faut montrer à peu près quelle est la taille de l'objet. Donc moi j'avais un stylo sur place, donc je l'ai fait avec un stylo. Et puis ça c'est plus formel, c'est dans les collections, on a une vraie échelle plus standard, et puis l'étiquette, donc pour une tasse qui est aussi très communément utilisée. Ensuite, ça passe dans des bases de données plus centrales du muséum qui permettent en fait de pouvoir consulter ces collections. Et puis, ça passe donc par une phase liée à la conservation. Donc là, on ne voit pas très bien cette photo, mais c'est l'ancienne salle Chevalier au Jardin des Plantes, donc dans le préfabriqué, qui avait été transformée au moment du déménagement vers le Musée de l'Homme en salle d'anoxie, c'est-à-dire un procédé qui consiste à retirer l'oxygène pour tuer tous les parasites qui peuvent se cacher dans les collections et éviter la dégradation des collections. Alors voilà. J'avais donc collecté des objets jusqu'en 2012-2013 dans le cadre de ma thèse pour les remettre à Serge Bahuchet dans les collections d'ethnobiologie pour documenter le mode de vie des Samis, puisqu'on avait eu des collections Samis ici, mais elles ont été transférées principalement au MUSEM.
Donc on n'avait plus aucun objet Samy au muséum et au musée de l'Homme. Et puis donc en 2013-2014, donc même ici on est en 2015, on a ce projet de Galerie de l'Homme, donc réouverture du musée de l'Homme, avec une nouvelle exposition permanente, où on propose dans la troisième partie principalement de présenter des objets issus des collections d'ethnologie, d'ethnobiologie et d'anthropologie culturelle. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand j'ai rappelé le contexte de la commande. On a fait appel à moi dans le cadre de ce projet pour travailler sur un module, c'est-à-dire une vitrine, sur les impacts des différents modes de vie sur l'environnement. Alors moi, je préfère dire sur la diversité des modes de vie et le lien avec l'environnement local. Donc les principes de la commande, c'était de présenter 5 modes de vie différents dans le monde à travers des portraits. Donc ça, vous connaissez peut-être déjà très bien l'exposition permanente, mais vous pourrez revoir la vitrine ensuite pour voir ces 5 modes de vie tels que présentés aujourd'hui. Donc l'idée, c'était de s'appuyer sur des collections existantes et de mettre en valeur les travaux des équipes scientifiques dans la logique musée-laboratoire. Donc finalement, les 5 portraits qui sont présentés, ils représentent aussi 5 terrains assez importants pour les équipes scientifiques et les ethnologues qui travaillent ici. Donc on en arrive sur ma frise présentée au départ à la phase de conception, donc au moment où on s'est impliqué plus spécifiquement dans ce projet. Et à ce moment-là, donc, pour mettre en œuvre ces objectifs de commande, on a dû aussi intégrer des questions qui étaient liées à des modalités pratiques, notamment une évolution de la scénographie, qui était passée de l'idée d'avoir 5 vitrines, une pour chaque portrait, à une grande vitrine sans séparation. Donc ça nous a aussi amené à repenser le projet d'exposition. Ça, c'était le projet initial dans ce qu'on appelle le cyclo. Donc c'est cette grande structure à 360 degrés où est aujourd'hui projeté un film. Donc au départ, on devait avoir 5 vitrines comme ça qui ponctuaient le cyclo. Et finalement, par rapport à des contraintes architecturales du bâtiment du musée de l'Homme, il fallait faire porter la vitrine sur les structures porteuses. Donc on ne pouvait pas avoir ces 5 vitrines, c'était trop lourd. Donc on a eu 2 vitrines, une à l'entrée, une à la sortie du cyclo, qui sont devenues des vitrines linéaires. Et ça a amené aussi à repenser les portraits, parce que ça a obligé d'autant plus à créer de la transversalité dans les contenus qui étaient présentés dans ce module. Alors qu'avant, on avait plutôt imaginé de présenter des portraits, non pas indépendants les uns des autres, mais en tout cas qui pouvaient être beaucoup plus singuliers. Et puis, une autre modalité pratique, c'était d'articuler différents contenus, donc notamment des objets, mais aussi des textes, des multimédias, et puis de la description, donc des textes, des cartels, des étiquettes, etc. Donc on a travaillé dans le cadre d'un espace assez restreint, avec un alignement des écrans où on présentait les contenus multimédia, qui implique du coup de réfléchir à comment on va structurer les choses. Et puis il fallait aussi répondre à la réglementation pour les personnes à mobilité réduite. Donc ça, on ne se rend pas forcément compte quand on regarde aujourd'hui une exposition, mais c'est une contrainte qui est assez importante dans la manière dont on va présenter les choses, c'est-à-dire que tout le monde doit pouvoir y accéder, également les personnes qui sont en fauteuil roulant. Et donc tout ça, c'est des contraintes à la fois très pratiques, mais en même temps très importantes quand on travaille sur ce type de projet. Et puis une autre difficulté qui était liée à ce projet, c'est que moi j'ai été intégrée, et d'ailleurs comme d'autres personnes qui ont participé, dans le cadre d'un projet qui était déjà en cours. C'est-à-dire qu'on avait déjà identifié les 5 portraits, donc ceux que je vous ai cités tout à l'heure, mais qu'on avait eu un changement de chargé de projet, donc une évolution de la vision, parce qu'évidemment chaque personne, même si on a un cadrage, chaque personne est porteuse d'une vision. Donc on avait un projet en pleine évolution, ce qui a posé un certain nombre de difficultés dans cette conception. Donc les objectifs, c'était de mettre en œuvre un message transversal qui se lise à travers les contenus, sans avoir finalement à vraiment regarder tout en détail, tous les contenus et lire tous les textes. Donc pour ça, on a dû sélectionner des objets et également réaliser des collectes complémentaires, donc des objets qu'on avait déjà dans nos connexions, coordonner les textes et les contenus des cartels et des films. Et finalement, définir plus finement le message, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on présentait. Donc on s'était centré sur la diversité des modes de vie à travers le monde, à travers l'exemple d'une famille dans son environnement quotidien. C'est ça la ligne de force de cette vitrine. Et la vitrine a été dès le départ pensée comme évolutive, c'est-à-dire que théoriquement, en évoluant à travers le temps, le musée de l'Homme pourrait renouveler 1, 2 ou 3 des portraits et puis faire connaître d'autres modes de vie à travers cette vitrine.
Donc la transversalité, elle s'est traduite par aussi de l'alternance entre des portraits d'hommes et de femmes, des portraits de familles qui vivent dans des milieux urbains et ruraux, des exemples de modes de vie sédentaires et semi-nomades. Donc les Samis, c'est un mode de vie semi-nomade. Et puis des objets qu'on retrouve en fait, qui sont similaires et adaptés dans différents contextes. Donc on a cherché à intégrer les contraintes matérielles et pratiques dont je vous ai déjà parlé. Alors comment on a procédé ? Donc on a fait un inventaire des collections déjà disponibles par rapport à ces 5 modes de vie par portrait. On a sélectionné, ça a été un travail assez long et fastidieux de collaboration entre les équipes scientifiques, d'ethnologues et les équipes de conception. Et on a sélectionné ceux qui nous paraissaient les plus pertinents et compréhensibles par le grand public, donc des thèmes pertinents. Et puis, on a fait évoluer parallèlement les contenus multimédia pour que le multimédia, c'est-à-dire les films qui sont diffusés dans cette vitrine, puissent au mieux aider les visiteurs à comprendre l'usage et le sens de ces objets. Et on a également utilisé le texte pour construire cette transversalité en ayant des petits textes de présentation et des cartels le plus à la fois détaillés mais simples et compréhensibles possible. Et puis également, une fois qu'on avait une maquette assez approfondie de notre projet, on a refait des collectes ciblées sur le terrain pour maintenir cette transversalité. Donc tout ça, ça implique un effort de coordination assez important entre les équipes de conception et les équipes scientifiques qui n'ont pas les mêmes manières de travailler ni de penser une exposition. Alors pour l'anecdote, souvent en fait les équipes conception considéraient que les chercheurs comme moi avaient tendance à toujours vouloir compliquer les choses, à être dans l'excès de niveau de détail qui n'était pas compréhensible pour le grand public, et à l'inverse, les chercheurs considéraient que l'équipe conception avait tendance à faire des raccourcis beaucoup trop rapides et à pas chercher à maintenir, à respecter en fait le niveau de détail et de précision de la source. Donc je crois que ça se passe toujours comme ça dans ce type de projet. En tout cas, c'était une expérience, je pense, assez riche et intéressante pour tout le monde. Et ça amène à se poser aussi pas mal de questions sur son implication en tant que chercheur dans un projet de valorisation des collections. Voilà, donc finalement, on avait une collaboration entre des équipes conception, des équipes scientifiques et des prestataires spécialisés. Donc vous verrez là, dans les photos quelques représentations de métiers. Pour revenir au document de travail qui est à l'arrière-plan de tout ça, ce sont des grandes bases de données. On a sélectionné des objets, on a des grandes descriptions. Et puis après, un affinage. Ici, on a le mode de vie Pygmée, Babongo et le mode de vie Sami. Donc là, c'était les premières sélections qu'on a faites, qu'on a ensuite modifiées. Et puis, donc on a finalement décidé d'avoir 5 éléments communs aux 5 portraits, aux 5 modes de vie. Présentation d'un aliment de base, d'une boisson de base, d'un outil de travail, d'une production locale et d'un élément qu'on retrouve partout, notamment le téléphone portable. Et ensuite, on a réalisé, on a coordonné la présentation des objets avec les contenus des films, comme je le disais. On avait donc également des documents de travail qui nous permettaient la prévisualisation des contenus et leur disposition. Ça paraît anecdotique comme ça, mais en fait, moi, ça m'a beaucoup impressionnée parce que finalement, plusieurs mois avant de mettre en place la vitrine, on avait ce document qui figeait les choses un peu. Bon, on pouvait encore faire évoluer, mais en tout cas, c'est quand même un document qui représente du travail, qui propose une mise en place, et chaque objet, en fait, là, c'est vraiment la silhouette de chaque vrai objet qu'on a dans les collections. Donc ça veut dire qu'il y a quand même tout un travail d'anticipation et de conception du projet qui est assez long. Et puis, finalement, comment on place les portraits les uns par rapport aux autres. Donc nous, on a essayé de faire une alternance homme-femme, urbain, rural. Voilà, c'est tout plein de petites choses qu'on voit pas forcément dans le résultat final, mais qui font, en fait, la spécificité de la vitrine et du message. Et donc on a travaillé, comme je vous disais, sur des films ethnographiques avec des montages qu'on faisait évoluer dans le temps et la disposition progressive de commentaires et d'explications dans le cadre des films qui permettent de mieux comprendre les contenus. Alors là, je vais vous présenter un film très court de 5 minutes, qui est le film Sami que vous pouvez voir dans l'exposition. Je trouve il représente bien un peu le projet et finalement... on voit bien aussi tout le travail de mise en lien des contenus qui est fait entre le contenu multimédia et les objets.
Oui, ça fonctionne. Donc là, on voit, il n'y a pas de sous-titres, hein, donc je me permets de commenter. Donc là, on voit, donc il est éleveur de rennes. Il s'appelle Jon Thomas Utsi. Il est à la fois artisan et éleveur. Donc là, on voit qu'il a fait sécher sa viande de renne. C'est les photos que je vous montrais tout à l'heure, viande de renne sous vide. Donc là, en fait, ils partent pour le début de la transhumance vers des pâturages intermédiaires entre leur pâturage d'hiver et leur pâturage d'été. Donc ils prennent la route pour la première partie et ensuite il n'y a plus de route. On voit toutes les réserves d'essence hein, parce qu'on est dans les montagnes, on n'a pas de structure à proximité, donc il faut tout emmener. Donc c'est le semi-nomadisme contemporain. Donc là, c'est la hutte de leur communauté d'éleveurs. Ils se retrouvent là. Donc l'utilisation de la motoneige hein, qui est indispensable en fait pour atteindre les pâturages où sont les rennes en hiver et pour se déplacer dans ces grandes étendues. Donc on collecte l'eau potable dans les rivières qui sont vives, c'est-à-dire que ce sont celles qui ne gèlent pas. Donc l'eau est potable partout dans cette région, donc on collecte directement dans la rivière. Donc là, on voit qu'on est ce qu'on appelle l'hiver-printemps parce qu'en fait, il y a beaucoup de soleil. En hiver, on est encore sur des périodes où il y a très peu de lumière du jour. Donc là, on est déjà sur une période où il fait plus chaud, où parfois on peut même être juste en pull, hein, sans manteau sur la neige, puisqu'avec la réverbération plus le soleil, il fait pas, on le voit d'ailleurs, il n'est pas très couvert. Il fait pas si froid que ça. Donc on voit là sur cette image-là, on voit que la peau de renne est toujours très utilisée. C'est un très bon isolant pour s'installer sur la neige. Donc ça, c'est une production qui est toujours très utilisée aujourd'hui. Et d'ailleurs, on en a une dans l'exposition. Le café. On l'a mis comme boisson de base parce que vraiment, c'est très important. Les jumelles sont aussi dans l'exposition. Les jumelles et les gants, c'est deux objets très importants pour les éleveurs en hiver, hein, parce qu'ils observent leurs troupeaux de loin. Voilà, donc là, volontairement, ils vont jamais s'approcher trop près des rennes, parce qu'il ne faut pas les déranger, surtout dans les pâturages d'hiver, où en fait ils pourraient fuir, et la ressource n'est pas très facile n'est pas extrêmement disponible, hein, donc quand ils mangent, surtout, on ne s'approche pas trop près pour ne pas les faire fuir. Et aussi pour ne pas les disperser, puisqu'ils deviendraient plus vulnérables aux prédateurs. Donc le travail qu'on a fait par rapport à ces contenus multimédia, c'est qu'on a ensuite découpé toutes les séquences du film
et ajouter des commentaires qui permettent de bien comprendre et également des sous-titres. Puisque les films sont passés sans son pour éviter une cacophonie là, dans le cyclo, puisqu'on a quand même 5 portraits les uns à côté des autres. Donc en fait, on a fait pour chacun des films une déconstruction des contenus pour le rendre le plus accessible possible au public et comprendre finalement en 5 minutes ce qu'est le mode de vie et l'élevage de rennes Sami aujourd'hui. Alors, quand on travaille là-dessus, on se rend assez vite compte de toutes ces contraintes finalement qu'on a quand on veut faire passer des messages. Parce que 5 minutes, en fait, c'est très court, donc ça paraît difficile quoi, de pouvoir diffuser des contenus en 5 minutes. Et en même temps, dans le musée, dans l'exposition permanente, il y a déjà énormément de contenu multimédia, et donc on ne peut pas faire des séquences longues. C'est déjà très long, 5 minutes. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de visiteurs qui regardent tous les films entièrement quand ils passent devant la vitrine. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi en travaillant sur ce projet. C'est finalement la contrainte de se mettre dans la peau de celui qui visite et qu'est-ce qu'on arrive il y a ce qu'on veut lui faire passer et qu'est-ce qu'on arrive finalement à délivrer dans cette exposition. Et puis bon, là juste une anecdote sur ce film. En fait, on a pas mal triché pour le film sur Youn, puisque finalement c'était pour représenter le mode de vie des Samis et les transhumances. Il faudrait beaucoup de temps et beaucoup plus qu'une journée pour montrer finalement le quotidien, parce qu'on n'a pas le même rapport au temps quand on est éleveur transhumant et qu'on se déplace selon les saisons. Donc ce qu'on a fait en trichant un peu, c'est qu'on a rassemblé plusieurs journées. Parce qu'il n'a pas le temps de faire de l'artisanat, de mettre sa viande de renne sous vide et puis de partir ensuite et puis de prendre la motoneige et d'aller voir le troupeau en une seule journée. En fait, c'est pas possible. Mais si on veut pouvoir rendre compte de l'importance de ces déplacements et dans le mode de vie, on a un peu triché sur le montage et on a montré finalement un moment qui est plus représentatif de la saison hiver-printemps. Et donc ensuite, on a fait tout un travail aussi pour nommer les objets présentés, en recherchant les noms en sami et surtout en ne faisant pas d'erreur. Et puis on en arrive juste avant l'ouverture du musée à la mise en place de la vitrine. Donc c'est là où interviennent d'autres prestataires extérieurs, donc, que j'ai mentionné tout à l'heure, notamment des personnes qui transportent les objets, mais aussi un métier assez intéressant, le soclage, les socleurs. Donc ce sont des personnes qui sont presque des artisans, en tout cas, qui ont l'habitude de manipuler des objets et aussi des objets d'art, et qui leur fabriquent des socles adaptés pour chaque objet. Donc c'est ce qu'on voit ici, qui permettent de les présenter dans la vitrine de manière la plus valorisante possible, et puis aussi sécurisée pour l'objet. Donc là, on a trois métiers qui se côtoient dans ces photos. Il y a moi qui suis la chercheure qui a rapporté une partie des objets. On a les deux conceptrices là, avec qui j'ai travaillé sur la partie 3, et puis des socleurs qui ont travaillé plusieurs jours avec nous sur le montage des vitrines. Donc voilà le résultat que je vous avais montré tout à l'heure au départ. Donc finalement, avec ces 5 modes de vie alignés, alors qu'au départ, ils devaient avoir chacun leur îlot. Et donc le mode de vie Sami qui est au milieu, donc de droite à gauche, on a ici l'agriculteur de l'oasis de Siwa en Égypte, la famille parisienne, le Sami, les pygmées Babongo et la famille ouzbek. Vous pourrez aller voir, j'imagine qu'après cette conférence, vous aurez un tout autre regard sur cette vitrine, qui est assez compliquée à comprendre finalement. Et puis juste pour vous montrer finalement ces objets qui ont voyagé depuis le terrain jusque dans la vitrine. On a ici la ceinture avec le couteau attaché, donc on voyait, alors c'est pas la même, j'en ai acheté une autre, mais on voyait au moment du marquage des rennes, c'est un objet qui est porté très couramment par les éleveurs, ces ceintures à trous qui permettent d'accrocher des choses, et notamment un couteau qui est un objet vraiment indispensable. Les lassos, donc qu'on a vu aussi au moment des marquages, mais qui sont utilisés à beaucoup de moments de l'élevage quand on a besoin de capturer les animaux, aussi pour les soigner par exemple, la galette de pain. Donc on a présenté des aliments, très important la cafetière qu'on utilise donc en extérieur. Ici on a un exemple de Yurtrons, ce sont des petites framboises, je crois qu'on appelle ça les baies arctiques en français, ce sont des petites framboises jaunes en fait qui poussent en Laponie et qui sont très communes, qui poussent à la fin août et
que les Samis collectent, puisqu'ils collectent aussi beaucoup de baies, et qu'ils conservent en fait. J'avais ramené une boîte de conserve, donc on n'a pas pu présenter la boîte de conserve, mais on a fait faire des petits Hjortron en cire pour représenter cet aliment. Et puis la peau de renne, donc on voit pas qui est en dessous en fait, qui est sous le cartel, mais j'aimais bien cette photo en plus parce qu'elle montrait on a à la fois la peau de renne et le tapis isolant en plastique. Donc on emmène les deux, mais on a toujours quand même une peau de renne sur les poulkas, donc les remorques des jet skis, des motoneiges, et puis d'autres objets là que j'ai pas entourés, mais notamment la tasse à café qui est un élément très important. Donc on l'a ici en bois, ce que je vous disais tout à l'heure, et puis en version pour les touristes randonneurs en plastique. Le café, la viande de renne qu'on a reconstituée aussi en cire. Et puis un dernier objet qu'on a fait faire spécialement pour l'ouverture pour cette vitrine, qui est le narpi. C'est l'objet que je vous ai présenté tout à l'heure, que j'avais pas pu collecter en 2012. Donc c'est un objet en bouleau qui servait en fait à l'époque où on recueillait encore donc on trayait les rennes femelles pour récupérer le lait de renne, et on faisait notamment du beurre. Et donc c'est une sorte de bol, c'est assez gros, hein, vous le verrez dans la vitrine. C'est une sorte de bol avec une poignée et des bords très recourbés en fait, qui permettent de renverser le moins possible de lait quand on traite, puisque les rennes sont assez vives et notamment elles sont dérangées pas mal par des parasites, donc des mouches, des insectes qui font qu'elles donnent beaucoup de coups de pied. Et donc pour pas renverser tout le lait quand on les traite, on a ces formes de bol. Et donc ça c'est un objet qui n'est plus vraiment utilisé pour cet usage aujourd'hui parce qu'on ne traite plus les rennes. Mais par contre, c'est un objet qui reste très important pour les Samis, qui est transmis de génération en génération quand on en a un dans sa famille, et qui est aussi qui continue à être fabriqué en tant qu'objet d'artisanat d'art et vendu à ce titre, notamment aux touristes et aux Samis pendant le marché du Hokmok. Donc on a fait faire un narpi par Youn, donc l'éleveur qu'on a suivi pour le film, qui est aussi artisan. Il nous a envoyé des photos pour documenter sa fabrique. Donc en fait, il coupe une loupe de bouleau. Donc voilà, on voit la coupe. Donc en fonction de la taille et de la forme de la loupe, il va ensuite sculpter son objet. Donc il dessine voilà, le narpi. Il nous a montré, je ne connais pas le nom de cet outil de menuiserie, mais qui lui sert en fait à creuser l'intérieur. C'est un ciseau à bois en fait arrondi. Et donc voilà l'objet presque finalisé. Et ensuite voilà, il affine les bords et il passe une sorte de vernis pour protéger le bois. Et il réalise aussi une gravure sur soit un morceau, enfin souvent c'est sur un morceau d'andouillé, enfin je trouve plus le mot. De bois, voilà, tout bêtement des bois de renne. Voilà. Et j'ai terminé ma présentation. Donc je vous remercie pour votre attention et je serai très heureuse de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une première question? Moi, j'en ai une. Je voudrais revenir, Florence, sur le semi-nomadisme. Est-ce que tu peux nous resituer cette évolution? Comment est-on passé du nomadisme au semi-nomadisme et quels sont les différents critères qui les différencient? Oui. Alors, je dirais, il n'y a pas de spécialistes dans la salle, donc je ne peux pas parler sous leur contrôle, donc ce serait quand même à vérifier du point de vue historique. Mais en tout cas, au départ, les Samis étaient chasseurs, hein, ils chassaient les rennes jusqu'au XVIe siècle à peu près. Et donc l'élevage a commencé à ce moment-là. Et donc là, on parle de semi-nomadisme dans ce cas-là parce que finalement, il y a de plus en plus une administration de l'élevage. On l'a vu notamment à travers les territoires des Samebus, hein, qui sont aujourd'hui des territoires qui ont des frontières stabilisées. On veut faire une carte. Donc ça a été tout un processus pour pouvoir mettre en carte ces déplacements parce que finalement, pour les Samis, ces cartes, elles sont évolutives en fonction des saisons, des années et des pâturages. Et donc, on parle de semi-nomadisme parce que finalement, la transhumance se fait toujours. On vit une partie de l'année dans son village d'hiver, où souvent d'ailleurs, c'est là que sont scolarisés les enfants. C'est là où par exemple, souvent le conjoint ou souvent la conjointe travaille dans ce village. Donc, on se déplace ensuite vers les pâturages d'hiver, des pâturages d'été, pardon. Donc, on vit une partie
de l'été dans les montagnes et on revient en s'arrêtant progressivement dans différents endroits, comme on l'a vu pour Youn, où on a ces huttes, enfin je sais pas comment on l'appelait en français, ces stugas communautaires, qui sont les endroits où on se rencontre à certains jalons des chemins de transhumance. Et donc, en fait, on a cette régularité des cycles, finalement. Et je pense que ça, c'est très lié au mode de vie moderne, où, quand même, ce que je n'ai pas précisé ici, c'est que moi, je me suis intéressée aux éleveurs de rennes, mais aujourd'hui, tous les samis ne sont pas éleveurs de rennes. Il y a diverses manières de pratiquer l'élevage. Il y a vraiment des éleveurs qui sont investis, dont c'est l'activité quotidienne. Il y a des samis qui ont des rennes et qui participent à certains moments et à certaines tâches de l'élevage parce qu'à côté, ils ont un autre emploi. Et puis, il y a aussi beaucoup de familles mixtes où on a, par exemple, l'homme qui est éleveur et puis la femme qui a un emploi à la ville, enfin voilà, qui a un emploi en tout cas stable qui permet aussi de compléter les revenus, puisque comme vous l'imaginez, c'est pas un travail, une activité qui permet de générer beaucoup de revenus. Donc souvent on a ces familles avec des activités mixtes qui permettent de faire vivre la famille. Donc voilà, le semi-nomadisme, on emploie ce terme parce qu'on n'a pas vraiment on a quand même des déplacements qui sont assez stabilisés. Simplement, quelle partie de la population? Donc, il y a combien de samis à peu près? Alors, 80 000, quelque chose comme ça, je crois qu'en Suède, ça doit être ça. À peu près? Ouais, je crois. Alors, j'ai plus tous les chiffres. Sur ces 80 000, il y a combien d'éleveurs de rennes? Est-ce qu'on sait à peu près? On doit le savoir. Il faut regarder les statistiques je les ai pas en tête, mais il y a des statistiques qui sont faites par le Parlement sami, en tout cas des bureaux du Parlement sami qui comptabilisent. Tous ces éleveurs vivent en semi-nomadisme aujourd'hui. Il n'y a pas de sédentaires, il y a des sédentaires purs, mais il n'y a pas de nomades purs. Ils sont tous dans cette... Non, ils vivent tous sur ce mode, voilà, sur ce qui n'est pas si nouveau d'ailleurs, mais en tout cas, ils vivent tous sur la base de ceux qui pratiquent l'élevage, sur la base de ces transhumances. Par contre, il y a des samis, par exemple. On peut très bien rencontrer des samis à Stockholm, moi, je connais une samie qui est infirmière à Stockholm, mais sa famille a encore des rennes. Et donc elle rentre par exemple en été, comme on l'a vu au moment du marquage, qui est un moment très important, et puis aussi auquel souvent les familles sont très attachées, parce que c'est un moment de convivialité, c'est un moment important de la vie sociale. Et donc elle a des rennes, elle n'est pas éleveuse elle-même, c'est quelqu'un qui prend soin de ses rennes pour elle, mais elle vit de manière sédentaire, on pourrait dire, à Stockholm, et elle vient en Laponie pour rencontrer sa famille à ce moment important de l'élevage. Mais merci. 2 détails pratiques. Pourquoi est-ce qu'ils ne collectent plus le lait? Et deuxièmement, à quelle époque ils rassemblent les troupeaux? Alors, le lait, ça fait quand même pas mal... je ne sais pas s'il y a un moment précis, on peut dire ils ont arrêté de collecter le lait, ça a été assez progressif. Mais je pense que c'est il y a au moins 50 ans. C'était vraiment... on collectait le lait vraiment quand on vivait avec... On avait certains rennes qu'on garde... Donc les rennes, vous avez vu, sont en semi-liberté. On avait certains rennes qui restaient près des tentes, dans les villages... Dans les villages d'été, qui étaient finalement ce qu'on pourrait appeler des rennes plus domestiquées, puisque les rennes, vous avez vu, ils vivent en semi-liberté. Et donc qui étaient vraiment... Il y avait des rennes de trait, il y avait des femelles comme ça, qui étaient des animaux plus dociles qu'on pouvait avoir à côté du campement. Et donc on utilisait pour les traire. Ça fait quand même... Ça a disparu déjà depuis pas mal, plusieurs dizaines d'années, ouais. Je dirais... à la louche, à peu près 50 ans. Je sais pas s'il existe une étude précisément, mais en tout cas, sur les témoignages que moi j'ai eus sur le Narpi, parce que du coup, je me suis intéressée à cet objet, de souvenirs d'éleveurs ou de personnes qui ont bu du lait, c'était quand ils étaient enfants, quoi. Donc aujourd'hui, ils ont 60, 70 ans. Et la deuxième question, pardon, oui. Pour les troupeaux, quand est-ce qu'ils sont... à quel moment ils sont rassemblés ? Alors, il y a plusieurs moments. Il y a le moment que j'ai montré qui est celui du marquage des rennes, donc qui a lieu en été, souvent au début du mois de juillet. Ça se fait pendant la nuit. Alors, la nuit, c'est relatif, c'est-à-dire que comme vous savez, on est au-delà du cercle polaire, donc en été, il fait jour tout le temps pendant un mois, en hiver, il fait nuit tout le temps pendant un mois. Donc au mois de juillet, on est au moment du solstice d'été. Et donc, il fait jamais nuit complètement. Le soleil passe à peine la ligne de l'horizon et puis remonte.
enfin la terre plutôt, on pourrait dire. Mais en tout cas, et donc on fait ça en été, au moment où il fait le plus froid, donc vers 2-3 heures du matin, pour éviter en fait que comme c'est déjà un moment assez stressant pour les troupeaux, pour éviter que les animaux soient trop stressés par les insectes, notamment les moustiques, parce qu'il y a beaucoup de moustiques dans cette région. Donc ça, c'est un moment très important, le marquage des fans. Ensuite, on les rassemble à beaucoup de moments sur le cycle saisonnier de l'élevage, notamment au moment de l'abattage, donc qui a lieu plutôt vers la fin septembre. Donc on rassemble les troupeaux et puis on trie les rennes qu'on va abattre. Et ensuite, on les rassemble à nouveau en hiver, quand on les sépare en plus petits troupeaux, puisqu'ils sont en été sur des grands troupeaux extensifs en liberté. En hiver, on les ramène plus vers les forêts de l'Est, en Suède, parce que c'est pas comme ça partout. Et à ce moment-là, en fait, on resépare en plus petits troupeaux pour que chaque éleveur en fait, puisse bien surveiller son troupeau et l'emmène là où il y a des pâturages disponibles. Donc voilà, c'est 3 moments importants, mais après on va les rassembler encore au printemps, quand on va repartir pour la transhumance. On reforme ces grands troupeaux, donc en fait on les conduit quoi, on les suit, parce que les Samis expliquent que ce ne sont pas eux qui conduisent la transhumance, mais en fait ils suivent les animaux, ils vivent avec le rythme des animaux. Et on a aussi plein de moments où dans les zones de pâturage d'hiver, on a des structures. Là, on a vu les corrals éphémères en grillage, mais on a des structures en bois qui sont plus installées, qui sont utilisées notamment au moment de l'abattage, et qui sont des structures où on peut trier les animaux, hein, comme dans une étable en fait. Et là, par exemple, si on a une grosse contrainte climatique ou une grosse contrainte sur la ressource en nourriture et qu'il faut nourrir ces animaux, on va éventuellement les mettre ici pour garder le contrôle et pouvoir les nourrir. Ou si on doit soigner un animal. Voilà, il y a des moments qui sont moins organisés, qui sont plus liés en fait au quotidien et à ce qui intervient dans l'élevage. À qui appartiennent les terres ? Ah, grande question aussi. Alors, dans cette région qui est inscrite sur la liste du patrimoine mondial, on est dans le cadre de parcs nationaux et réserves naturelles, et une grande partie des terres appartiennent à l'État. Donc, elle n'appartient pas aux Samis. Les Samis les utilisent en fait. Et par contre, on a aussi une partie des terres qui appartiennent à des entreprises hydroélectriques, parce qu'on a désinscrit une partie des territoires des parcs nationaux dans les années, je crois que c'était dans les années 60-70, parce que c'était des zones très intéressantes pour la production d'hydroélectricité. Donc on a construit des barrages dans des zones qui étaient préalablement des parcs nationaux depuis le début du siècle dernier. Donc c'est une partie privée, ces terres-là sont privées. Où je dis peut-être une bêtise même, parce que ce sont des entreprises initialement, c'est une entreprise nationale, Vattenfall. Donc en tout cas, les terres n'appartiennent pas. Les éleveurs ont donc une concession d'utilisation. Voilà, c'est un autre système, ouais. Ils cohabitent, Oui, ils cohabitent, ils utilisent ces terres et ils revendiquent justement. Un certain nombre d'éleveurs à avoir leurs rennes sur le même territoire, leurs troupeaux sur le même territoire. Le territoire de ce qu'on a vu, le Samebu. Et justement, le travail que j'ai réalisé sur le site Laponia, ça consistait justement à étudier la manière dont l'inscription de ce territoire comme bien mixte du patrimoine mondial, c'est-à-dire naturel et culturel, a été une arène pour les Samis pour revendiquer leur légitimité à gérer ces terres. Donc il y a, comme dans beaucoup de cas, en fait, il y a des conflits assez forts aussi qui sont liés à la gestion et à ces usages hérités du passé, quoi, hérités d'usages considérés comme ancestraux par les Samis. Avec toute la difficulté aussi de savoir qui est Sami, qui ne l'est pas, etc. Pardon. Et qu'est-ce que vous appelez la gestion des terres ? En quoi ça consiste ? Alors, la gestion, là, quand je parlais spécifiquement, c'était la gestion du site du patrimoine mondial. Donc, quand on inscrit un site sur la liste, un bien sur la liste du patrimoine mondial, on doit produire ce qu'on appelle un plan de gestion,
qui est en fait un document qui donne le cadrage pour garantir la conservation des valeurs naturelles et culturelles associées à ce territoire et associées à ce bien, tel que défini dans son inscription sur la liste du patrimoine mondial. Donc c'est en fait dans ce cas-là précisément, c'était finalement gérer les parcs nationaux et les réserves naturelles. Et donc, alors là, ce serait une autre présentation d'1 heure, mais du coup, ce qu'on a observé dans le cas de Laponia, ce qui s'est passé, c'est que cette gestion s'articulait principalement sur finalement les espaces naturels protégés, donc les parcs nationaux. Et ça a été vu et vécu par les Samis comme un déni finalement de leur légitimité à gérer ce territoire, c'est-à-dire à l'utiliser pour l'élevage des rennes. Puisque les contraintes pour l'élevage des rennes ne sont pas les mêmes que celles pour un parc national, et donc il a fallu trouver des accords pour une gestion donc, de ce territoire, pour une gestion commune qui respecte à la fois les usages qu'en avaient les éleveurs samis et surtout leur légitimité à décider la manière dont ces territoires pouvaient être utilisés, et d'un autre côté l'État suédois qui en a fait des espaces de conservation de la nature assez contraignant. Oui, j'ai deux questions. D'abord, une peut-être bête, mais dans mon esprit, les lapons étaient bruns et équipés un peu asiatiques. Et Youn est blond. Oui, il est blond. Oui. Et puis la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a encore une langue samui qui est parlée ? Oui, alors les Samis, ils sont comme tout le monde maintenant, il y a beaucoup de mixité avec les Suédois. Alors je sais pas, peut-être que Youn a des ancêtres, mais il n'y a pas un type, je dirais, particulier sur. Mais c'est vrai que je connais beaucoup d'autres Samis qui sont plutôt bruns, mais je me suis jamais vraiment posé la question comme ça. En tout cas, il y a une grande. Il y a une grande mixité, je ne pourrais pas dire qu'on pourrait reconnaître. Quand on va dans le nord de la Suède, on ne sait pas vraiment qui est Sami, qui ne l'est pas, quoi. Il faut vraiment aller regarder sur le mode de vie, les activités, la manière de vivre, de penser. Et la deuxième question, c'était... La langue. Alors oui, il y a plusieurs groupes ethnolinguistiques. Donc il y en a 4 en fait qui ne respectent pas les. Donc je vous ai montré que Sapmi, ce qu'on appelle la région des Samis, donc c'est la région qu'ils considèrent comme leur terre natale, s'étend sur 4 territoires nationaux, donc celui de la Norvège, de la Suède, de la Finlande et de la péninsule de Kola en Russie. Et donc on a aussi 4 groupes ethnolinguistiques, mais qui ne correspondent pas à cette division internationale, qui correspondent vraiment à la manière dont les Samis ont occupé ce territoire, donc à travers l'histoire. Donc dans la région où j'ai travaillé, on parle 2 langues principalement. C'est à la frontière en fait entre le Nord-Samiska et le Lule-Samiska, donc le Sami du Nord et le Sami de Lule. Donc on a des petites variantes. Et puis ensuite, on a deux autres langues, notamment la langue qui est parlée du côté plus de la Russie, nord de la Finlande et nord de la Russie, et puis le Sud-Samiska, qui est le Sami du Sud. Donc après, on a des petites variations. Et donc le Sami, c'est une langue d'origine finno-ougrienne. Donc c'est une langue très difficile qui ressemble finalement un peu au finnois. Donc je ne sais pas si certains ont déjà entendu le finnois, mais c'est une langue qui a une grammaire très difficile. C'est très difficile d'apprendre pour nous le Sami. Merci pour votre exposé. Ces troupeaux ont-ils des prédateurs ? Alors je demande ça parce que l'année dernière, il y avait une exposition sur l'ours. Oui. Et il y avait entre autres plusieurs films, dont un qui montrait que ces types de paysages étaient une bonne niche pour les ours. Oui. Alors, il y avait toute une culture sur l'ours. Oui, effectivement. Il y a plusieurs prédateurs, donc effectivement, notamment, il y a les ours, et l'ours, comme vous le soulignez, est un prédateur aussi très important d'un point de vue culturel pour les Samis. Il y a des mythes, une représentation liée à cet animal que je ne connais pas en détail, mais en tout cas, je sais que c'est l'objet notamment de mythes. Et on a aussi d'autres prédateurs, donc les plus, on va dire, pour citer les principaux, on a les gloutons.
Donc les gloutons sont en anglais c'est Wolverine, je sais pas si ça vous parle, ce sont les petits animaux, c'est pas très grand mais c'est extrêmement hargneux et dangereux. En fait ça attaque même, c'est petit et ça peut tuer un élan, donc un élan c'est très grand. Ça attaque les animaux par l'arrière, par la nuque, ça leur saute au cou et puis ça les saigne, donc ils arrivent à tuer des animaux beaucoup plus gros qu'eux. Donc ça c'est un animal assez redouté, le glouton. On a aussi les lynx. Il y a eu le cas de quelques loups, mais bon, les principaux, c'est les ours, les gloutons. Je pense que c'est le principal prédateur du point de vue des éleveurs. Et voilà, je pense que c'est. Monsieur, s'il vous plaît, soyez gentil de toujours parler dans le micro. Excusez-moi. Ces ours bruns sont particulièrement agressifs. Non, en fait, c'est comme... non. Bon Enfin, je dirais non. Je dirais non parce que, par exemple, donc, moi, comme je le disais, j'ai étudié notamment les liens entre tourisme et conservation. Donc, je me suis posé cette question vis-à-vis des touristes. Et c'est pas comme au Canada ou aux États-Unis où on doit suspendre sa nourriture dans un arbre quand on dort. On n'a pas des ours qui vont venir attaquer les humains. En fait, les ours, ils prélèvent quelques animaux, surtout quand ils sortent de l'hibernation, quoi. Et ensuite, ils se nourrissent beaucoup de baies, de fruits. Mais c'est pas la même espèce que celle qu'on a outre-Atlantique, ni celle qu'on a au sud de l'Europe. Donc, après, il y a quand même tout un... les Samis... Donc ils ont des savoirs, en tout cas des connaissances par rapport à comment réagir face à un ours. On le dit aussi aux touristes, si vous croisez un ours, c'est plus le risque, c'est de se trouver par exemple entre une mère et son petit. L'ours va pas forcément attaquer dans une situation simple, enfin autre que ça. Mais voilà, si par hasard on se trouve sur la trajectoire entre la mère et son petit ou l'ours et sa proie, bon là on peut avoir des problèmes. Mais c'est pas du tout comme aux États-Unis où l'homme est une proie pour l'ours, quoi. Merci beaucoup, Florence. Merci.